Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Les obsèques d'Émile Denis Issou, l'ancien président de la République du Dahomey devenu Bénin. Ces obsèques ont pris fin ce jeudi par son inhumation après une messe dite à l'église Saint-Michel de Cotonou. Au Gabon, la présidentielle est prévue pour le samedi prochain. 11 candidats sont en lice pour ce scrutin. Nous reviendrons dans cette édition sur le déroulement de la campagne du candidat de l'opposition, Jean Ping. Et puis Dilma Rousseff, présidente écartée du pouvoir au Brésil, va commencer par avoir des réponses au sujet de son avenir politique. Le Sénat brésilien a ouvert ce jeudi son procès en destitution. Bienvenue à tous. Le Bénin évolue depuis ce mercredi au rythme des obsèques d'un ancien chef de l'État, Émile Denis Issou, président de la République du Dahomey. À la fin des années 60, ces obsèques ont pris fin ce jeudi par une messe d'inhumation. Eh bien, il faut dire que avant donc cela, une messe a donc été dite ce matin à l'église Saint-Michel de Cotonou, messe interdite de couverture pour plusieurs médias par des forces de l'ordre. On ne sait pour le moment les raisons de cette interdiction. Eh bien, notre équipe de reportage a quand même un peu filmé l'arrivée dans cette église des personnalités politiques de la famille du défunt donc entre autres, et des invités étrangers, à savoir l'Ivoirien Charles Konambani et l'opposant historique togolais Gilles-Christ Olympio. Je vous propose ici de suivre quelques personnalités présentes à cette messe d'inhumation. D'abord, c'est un souvenir d'humilité, de rigueur et d'une très grande gentillesse. Et je crois que le président a honoré notre famille de son amitié. Il essaie de nous mettre à l'aise. Et une fois, nous étions allés le saluer pour la fête des pères, après lui avoir envoyé des fleurs. Il nous a dit, j'espère que quand je ne serai pas là, vous continuerez à m'envoyer des fleurs. Denis Issou est un homme d'exemple. Il a semé. Et le jour où il est mort, je considère que le grain qui ne meurt pas, qui ne pourrit pas au sol, ne peut pas produire de bons fruits. Et aujourd'hui, nous sommes ses héritiers. Et je considère que nous devons garder ça en souvenir. Il aimait notre pays et il a essayé de faire la promotion de notre pays partout. Je l'ai emmené voir tous les présidents africains et j'ai vu en quels termes il parlait de notre pays, du Dahomey, du Bénin. Souvent, quand il en parlait, il avait même les larmes aux yeux. Il aime cette terre. Il est de la génération de mon père. Ils ont été à l'école ensemble. Et quand je le vois, c'est comme quand je vois mon feu père. Ensuite, c'est un homme d'État avec toute l'expérience nationale et continentale qui va avec. Et donc, c'était toujours un plaisir de lui parler de ces choses-là, de lui parler du continent, des enjeux, des défis qui nous sont proposés. Et donc, ce sont ces souvenirs qui vous traversent quand vous venez aux obsèques de quelqu'un comme le président Issou. Vous avez vu la pluie qu'il y a eu ce matin. C'est ça qui caractérise les grands hommes de paix, les hommes qui ont un bon esprit. Oh, c'est son franc-parler qui a disparu, son intégrité, sa rigueur dans le travail. Aujourd'hui, nous ne retrouvons plus cette rigueur. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois devant cette église même où il venait se recueillir tout en restant dans sa voiture. Et je crois que c'est une chance pour nous jeunes d'être témoins de ce genre d'événement. Nous sommes venus lui dire adieu. C'est douloureux, quel que soit l'âge qu'il a, c'est quand même douloureux de dire adieu à un patriarche. Je souhaite vraiment que la terre lui soit légère et surtout que la jeunesse béninoise puisse s'inspirer du modèle qu'il a été pour que nous puissions construire notre pays.
Que retient maintenant l'histoire du passage d'Émile Denis Issou dans le fauteuil présidentiel Dahomey à la fin des années 60? Que fut son rôle dans différents événements de l'histoire politique du Dahomey, Bénin? Pour avoir des réponses à ces questions, nous avons interrogé le professeur Pierre Métenkoui, maître de conférences en histoire des universités du CAMES. Émile Denis Issou, portrait d'un ancien président de la République. C'est un sujet de Fréjus Seulan et Fréjus Fiossi. 28 juillet 2016, 23h30. Dans le silence bruyant de la ville de Cotonou, un homme vient de tirer sa révérence, Émile Denis Issou. L'ancien président de la République du Dahomey, devenu bénérant ainsi l'âme à l'âge de 98 ans, après avoir profondément marqué l'histoire d'un pays où il accède aux plus hautes fonctions en 1968. L'armée a organisé en mai 1968 une élection présidentielle à laquelle ont participé un certain nombre de candidats, à l'exception des anciens leaders, c'est-à-dire Hubert Maga, Akwiti et Ahomadebe. On est donc allé chercher un homme neutre, loin du Dahomey de l'époque, à Brazzaville, au Congo. C'était le docteur Adjou Moumouni. Il est venu, il a fait la campagne, il a été élu, mais le taux d'abstention était si fort que les militaires ont estimé qu'un président élu dans ces conditions ne pouvait pas rassembler les Dahoméens et réussir la réconciliation qu'ils souhaitaient. Après avoir réfléchi et échangé entre eux, les officiers de l'armée ont donc décidé d'aller chercher le docteur Émile Denis Issou et de le nommer président de la République. Il a accepté l'offre, mais le jour de sa prise de fonction, il a annoncé, sans avoir au préalable averti les militaires, qu'il allait interroger le peuple souverain à travers un référendum pour savoir si le peuple était d'accord sur le choix des militaires. Ce référendum a été organisé, le peuple a dit oui, et le président Issou a pu ainsi s'installer dans le fauteuil présidentiel. L'ancien élève de l'école normale William Ponty de Dakar, devenu médecin, mais aussi ancien représentant au Sénat français des indépendants d'outre-mer, aura en 18 mois de présidence laissé un souvenir indélébile dans l'esprit de ses compatriotes. La première chose qui tenait à cœur au président Issou, c'était affermir l'autorité de l'État. Au plan économique, le président Issou tenait absolument à être indépendant, notamment vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. Et c'est pour cela qu'il a pris quelques initiatives en nationalisant par exemple les manutentions portuaires, ce qui est aujourd'hui la Sobemap et qui a été Odamap sous lui, avec son ministre Émile Paraiso. Il avait amorcé la nationalisation de la régie des eaux et de l'électricité, ce qui est devenu plus tard la Société béninoise d'électricité et d'eau. Opposant farouche au régime marxiste-léniniste qui a dirigé le Bénin d'octobre 1972 à février 1990, Émile Denis Issou est cité dans la tentative de coup d'État militaire conduite par les mercenaires de Bob Denard contre la République populaire du Bénin le 16 janvier 1977. 1977 n'est pas venu comme ça par hasard. Souvenez-vous que le 30 novembre 1974, à Goho, les militaires ont décidé d'adopter le marxisme-léninisme comme guide philosophique de leur gouvernement. Et dans un pays comme le nôtre, où la croyance en Dieu est quotidienne et partout, eh bien, quelques personnalités n'ont pas digéré ce choix. Et à partir de cette date, les uns et les autres imaginaient toutes sortes de solutions pour sortir de ce carcan. Alors, il y a eu évidemment, janvier 1975, le coup d'État qui a été maté avec les conséquences que nous savons. Et janvier 1977, l'arrivée des mercenaires a été voulue pour mettre fin à cette expérience marxiste. Lui, Issou n'était pas dans l'avion. Mais des gens comme Gratien Pognon étaient dans l'avion et Gratien Pognon a lui aussi fait le témoignage. Le président Issou n'a pas caché qu'il était informé, qu'il était mêlé
et qu'il a participé à l'organisation de ça pour le but que je vous ai défini. Revenu au Bénin à l'occurrence de la Conférence nationale des forces vives de 1990, dont procède le régime démocratique en cours depuis lors, le docteur Zinsou Derlin était devenu un véritable médiateur dans les nombreuses crises politiques qui ont touché le pays ces dernières années. Toujours au registre politique, les membres du gouvernement Talon tenaient ce mercredi leur réunion hebdomadaire après un congé de quelques jours. Suivez les principales décisions prises au cours de cette réunion dans cet extrait du point de presse post-conseil des ministres. Le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à l'effet de prendre ou de faire prendre par les organes de direction et d'administration de la société les dispositions nécessaires en vue de poursuivre l'effort d'assainissement des finances de l'entreprise, l'effort de maîtrise des charges et l'effort d'amélioration des prestations à la clientèle. La participation des troupes militaires aux opérations de soutien à la paix sur les théâtres extérieurs requiert une formation de pré-déploiement. Cette formation était abritée par le centre de formation militaire de Bembereke et pour des raisons d'efficacité, un deuxième centre de formation a été activé au camp militaire de Kana. Le thème central de la 4e édition des Journées béninoises de l'évaluation s'intitule « L'utilisation des résultats de l'évaluation pour changer les conditions de vie des populations ». Le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 5 au 7 septembre 2016 de ce forum de haut niveau sur l'évaluation au Bénin en relation avec les partenaires au développement. Le Conseil a autorisé l'organisation conjointe par la Conférence épiscopale du Bénin et par l'Église méthodiste du Bénin de la rencontre internationale des jeunes à Cotonou du 31 août au 4 septembre 2016. Cette rencontre de brassage et de partage d'expériences connaîtra la participation de 6 000 jeunes béninois et de 2 000 jeunes venant des pays de l'Afrique de l'Ouest et de partout ailleurs. Le thème de cette rencontre internationale porte sur « Ensemble, chercher des chemins d'espérance ». Économie à présent, la mise en service du bureau du fret au port de Cotonou serait-elle un marché de dupes conclu par les syndicats portuaires et le gouvernement béninois? Un groupe de transporteurs du Bénin et du Niger pense que oui, cette décision va, selon ses membres, engendrer l'échec des réformes portuaires. Fréjus Serlan, Cyril Agbou. L'heure est grave au port autonome de Cotonou, ont clamé ces transporteurs et conducteurs béninois et nigériens réunis ce mercredi 24 août à la Bourse du Travail. Venus très nombreux, ils ont exprimé leur grief contre la gestion peu orthodoxe au port autonome de Cotonou du bureau de fret mis en service récemment. Une initiative qui, selon eux, compromet les chargements au sein du poumon économique du Bénin et ne serait que l'œuvre d'anciens syndicalistes à des fins précises. Ces syndicalistes ont fait croire au gouvernement que la mise en service du bureau de fret va faciliter les chargements au port de Cotonou. C'est archi faux. Leur stratégie, c'est de bloquer les chargements au port afin de conduire le gouvernement à l'échec dans la mise en œuvre des réformes portuaires. Il dénonce aussi le fait que les principales activités du port autonome de Cotonou reviennent désormais au bureau de fret. Impossible aujourd'hui de charger des camions au port sans passer par eux. Les importateurs ne sont-ils pas libres de confier leurs marchandises à ceux qu'ils veulent? Ils sont à la fois transporteurs, commissionnaires, alors que le transport constitue une activité libérale. Combien vous négociez pour rentrer au port aujourd'hui chez les gars qui dirigent le bureau de fret? C'est de l'argent que vous leur donnez pour que vos camions rentrent. Et là, si on continue comme ça, que va devenir le port de Cotonou?
Pour ces transporteurs, ce n'est pas le bureau de fret en tant qu'outil de développement qui gêne, mais le fonctionnement de cette structure qui constitue un handicap pour les activités au port autonome de Cotonou. J'avais des camions qui devaient rentrer au port pour charger. Il fallait l'autorisation de ce bureau de fret pour que les camions rentrent. Mes chers amis, vous savez que ces gars-là ne travaillent pas les dimanches. Ceux-là qui dirigent, ceux-là qui ont le cachet d'autorisation d'entrer au port n'étaient pas là le jour-là. Le bureau de fret là n'était pas là. Cela a fait que mes conteneurs sont tombés en surestarie. Mais qui est celui-là qui m'a payé cette surestarie-là? Et pour finir, c'est la gestion solitaire qui caractérise ce bureau de fret qui a conduit ces transporteurs à interpeller le gouvernement. Les syndicats des Nigériens, ils ont leur place là. Mais posez-leur la question s'ils n'ont jamais siégé là. Ils n'ont jamais siégé. Demandez au port de Cotonou. Le port de Cotonou doit aussi siéger là. Le port de Cotonou n'a jamais siégé. On a dit qu'il y a une place pour les représentants des importateurs. Posez-vous la question s'ils n'ont jamais siégé là. Ils n'ont jamais siégé. Nous demandons au gouvernement de suspendre le bureau de fret. Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement de Patrice Talon pour trouver une solution à cette crise qui risque de paralyser le port autonome de Cotonou. Sur le continent, le candidat de l'opposition gabonaise poursuit sa campagne pour tenter de battre Ali Bongo lors de la présidentielle du Gabon du 27 août prochain. Vous allez le voir entre deux réunions. Il confie à la presse l'histoire de son père, un Chinois. La victoire ne peut pas nous échapper. Jean Ping, 73 ans, ce métis sino-gabonais de taille moyenne, candidat de l'opposition à la présidentielle gabonaise, parcourt le pays pour convaincre les électeurs à voter pour lui. Peu charismatique, ses paroles n'ont jamais soulevé des foules. Et pourtant, ses meetings sont de plus en plus suivis depuis le lancement de la campagne électorale le 13 août. Derrière la nonchalance de façade se cache une redoutable intelligence et un fin tacticien. Mon père est parti de Chine dans les années 20. Il est parti de la Chine pour aller en France, pas pour aller en Afrique. Et à cette époque, sa famille lui a dit « Tu vas en France pour 3 ans, riche ou pauvre, tu reviens ». Il a rencontré un autre Chinois qui l'a dit « Allons en Afrique ». Et ils allaient en Afrique pour faire du colportage. C'est-à-dire qu'ils prenaient des bibelots chinois en général en Europe, les vendaient tout le long de l'Afrique, dans les bateaux. Alors que le régime d'Ali Bongo essaie de le discréditer par tous les moyens, surtout à travers la révélation de récents scandales présumés de corruption l'impliquant lui ou ses proches, Jean Ping, très proche des milieux d'affaires chinois, se défend et attaque. Toute la forêt gabonaise est entre les mains des Chinois. Et chaque ministre a une affaire avec... Avez-vous appris que je suis là-dedans? Avez-vous appris que j'ai un contrat forestier avec un Chinois? Ce sont la nomenclature, le président de la République lui-même, ses ministres, qui ont chacun sa forêt et chacun son Chinois. Ali est rejeté par toute la population. Sa seule force, c'est de vouloir passer en force, en trichant et en faisant tout ce que vous pouvez imaginer. À travers des paupières presque closes, percent des yeux vifs qui en disent long sur les ambitions de l'ancien diplomate. S'il a basculé tardivement en 2014 dans l'opposition, comme toute une génération d'anciens caciques du régime Bongo Père, Jean Ping a su écraser la concurrence pour s'imposer en leader. Il a rallié à sa cause 2 autres poids lourds de la vie politique, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba, et l'ancien Premier ministre, Casimir Oyemba. Nous sommes ensemble, c'est quand même considérable. Je crois que dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois que l'opposition arrive à constituer une alliance de ce genre. Alors que certains lui reprochent d'avoir été pendant plus de 20 ans l'un des piliers du régime Bongo, pour Jean Ping, c'est parce qu'il faisait partie du système qu'il est une partie de la solution.
La vague de manifestations qui a secoué le Zimbabwe ces derniers mois montre que le régime du président Robert Mugabe fait l'unanimité contre lui, a estimé ce mardi Justina Mukoko, une célèbre militante des droits de l'homme de ce pays, arrêtée et torturée par le régime zimbabwéen en 2008. Elle participe cette semaine au congrès de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Depuis le mois de juin, le Zimbabwe connaît une série de manifestations contre la politique économique du président Robert Mugabe au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. La mesure qui cristallise notamment la colère des Zimbabwéens est l'introduction de billets d'obligation, une devise à parité avec le dollar américain qui fait craindre un retour de l'hyperinflation. Les Zimbabwéens sont en train de dire que ça suffit, nous ne voulons pas de billets d'obligation. Nous aimerions que le gouvernement nous écoute quand nous parlons de la pauvreté grandissante dont souffrent tous les Zimbabwéens. Les manifestations pour interpeller le gouvernement sont régulièrement dispersées par la police à coups de matraques ou de gaz lacrymogène. Début août, Robert Mugabe avait prévenu que les manifestations contre lui étaient inutiles car elles s'achevaient dans la violence. Mais depuis, les protestations continuent. Pour Justina Mukoko, c'est la preuve que les Zimbabwéens ont transcendé la peur et sont désormais unis pour lutter contre le régime Mugabe. La colère était compartimentée. Il y avait des fermiers blancs, des journalistes, des militants de la société civile, des syndicalistes qui étaient en colère à des niveaux différents et à des moments différents. Et certaines personnes pensaient qu'elles n'étaient pas concernées. Mais je pense que ce que nous avons maintenant, c'est que cette pauvreté profonde a uni tous les Zimbabwéens et d'une certaine façon, les gens parlent d'une seule voix. Et le changement qu'on voit, c'est qu'ils n'ont plus peur de sortir dans la rue. Le Zimbabwe est traumatisé par l'inflation délirante qu'il avait connue entre 2008 et 2009 de l'ordre de plusieurs milliards, ce qui avait poussé le pays à abandonner sa devise nationale. Les collègues du journaliste disparu burundais Jean Bigirimana ont donné une conférence de presse un mois après sa disparition. Père de 2 enfants, Jean Bigirimana, qui travaille pour un journal local indépendant, Iwaku, a été vu pour la dernière fois le 22 juillet dans la province de Muramvya, à environ 50 km de la capitale Bujumbura. Écoutons les propos du directeur de publication de ce journal. Un mois après, le 22 août, nous avons jugé bon de commencer une semaine d'hommage à notre collègue. Alors, comme activité, d'abord, nous avons fait un blackout sur notre site, le site qui est en quotidien, le site qui a la web TV, le site qui émet différentes informations variées par jour. Et puis au Brésil, le Sénat du pays a ouvert ce jeudi le procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff. Il intervient après que les sénateurs l'ont écartée de la gestion du pays. Au cours de ce procès où elle compte assurer sa propre défense, elle sera entendue. Son avocat croit savoir sa ligne de défense. Il faut dire que sur les 81 sénateurs, 51 ont déjà assuré qu'ils voteraient contre Rousseff. On l'écoute. Nous avons 3 interlocuteurs, les sénateurs, la société et l'histoire. C'est la seule manière de prouver que ce processus n'a pas le moindre fondement, que le Brésil est une démocratie très jeune, obtenue avec difficulté pour qu'elle soit décimée de cette façon. Dilma Rousseff parlera de la manière dont elle voit ce procès, de la démocratie brésilienne et des contradictions dans les accusations. Ensuite, elle répondra aux questions des sénateurs. Si la destitution réussit, ce sera un coup d'État commis non pas avec des armes, des tanks, des bombes ou des militaires dans la rue, mais un coup d'État commis par l'éradication de la destitution. Toute destitution illégitime est un coup d'État. Quand on destitue un gouvernement sans base constitutionnelle, on a un coup d'État. Le secrétaire d'État américain John Kerry discute des mutilations génitales féminines avec des étudiantes à Abuja, au Nigeria, dans le cadre d'une tournée au Kenya, au Nigeria et en Arabie Saoudite. Kerry a affirmé que le gouvernement des États-Unis fera un don de 100 millions de dollars pour soutenir les étudiantes au Nigeria. On écoute un extrait de ses propos.
You also have this issue of mutilation, mutilation, which is. Vous avez également le problème de la mutilation, ce qui est quelque chose qui est évidemment culturel. Nous comprenons cela. Mais il va à l'encontre de l'autonomisation de l'individu et les droits sur une personne. Je vous salue donc pour votre courage, je vous salue pour votre vision et votre engagement pour essayer d'aider à changer les choses. I salute you for your vision and your commitment to try to help to change things. Du sport pour mettre fin à cette édition, ce n'est qu'un rite de passage d'une classe de la société à une autre chez les Nguni, mais le Nguni, lutte traditionnelle du nom de cette ethnie, s'expose facilement au point de devenir un sport national en Afrique du Sud. Reportage. Mesdames, Messieurs, nous allons mettre fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain.